bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Jonathan de la Tower. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes 3e sur la liste défi à la Chambre. On ne vous connaît pas du tout dans le monde politique. Vous êtes déjà venu quelques fois dans des reportages ou parfois sur le plateau de BX1, mais plutôt en représentant de la société civile. En fait, vous êtes un ingénieur civil. Vous avez travaillé chez Engie jusqu'à pas très longtemps, Tout à fait. spécialisé dans l'énergie et notamment dans le nucléaire. Mais d'abord, je voudrais vous poser une question sur ce passage de la société civile à une espérance d'une voie politique. Est-ce que vous êtes plutôt comme Alec Mention qui passe de la chanson à la liste de Stex ou plutôt comme Delphine Chabert qui passe de la Ligue des familles au Parti socialiste? Vous sentez proche de laquelle des deux de ces personnalités? Disons que moi, je définis ce passage finalement comme de la continuité. C'était une logique finalement de continuer à m'investir pour le collectif. Et je m'aperçois qu'en politique, je peux finalement mettre mes compétences et mon expérience acquise dans le milieu associatif ou professionnel au service de la collectivité. Vous n'avez que 27 ans. Oui, mais... Vous avez déjà plein d'expérience à faire valoir, c'est ça? Tout à fait, oui. J'ai déjà mon expérience d'ingénieur. Et puis dans le milieu associatif, ça fait quand même plus de 10 ans que je suis investi, que ce soit dans la communauté juive ou à l'extérieur, à l'ULB, aussi dans des cercles de rapprochement entre communautés. Et donc oui, je pense que je peux, à l'heure où on pointe les différences entre les citoyens, je peux essayer de les rapprocher. Alors à 27 ans, on vous a déjà bombardé Monsieur Énergie chez Défi. Alors c'est vrai qu'il y a sans doute des dossiers où vous êtes mieux armés que d'autres. Alors le nucléaire notamment, est-ce que ça veut dire que vous qui êtes spécialiste en nucléaire, vous allez demander au nom de Défi qu'on continue à garder nos centrales nucléaires après 2025? Alors non, je suis devenu ingénieur justement électromécanicien spécialisé dans les énergies parce que c'est une question de société hyper importante et qui est cruciale pour le fonctionnement d'une société. Et puis j'ai décidé de commencer ma carrière dans le nucléaire parce que le nucléaire c'est 50% de notre consommation, production énergétique en Belgique. Et donc je voulais véritablement comprendre de l'intérieur, me faire ma propre opinion. Et aujourd'hui on a décidé de sortir en 2025 du nucléaire et donc je suis aussi pour une sortie mais il faut la préparer. Et on voit que depuis 1999, pas grand chose a été fait. Aujourd'hui on est toujours avec 50% de production nucléaire en Belgique. Alors comment on peut la préparer, cette sortie du nucléaire, sans que ce soit mauvais pour la planète et en espérant quand même avoir de l'énergie encore en 2025 pour allumer notamment nos appareils à la maison? Mais tout d'abord, il faut le dire, il est hors de question que les gens doivent se rationner et qu'on ne puisse plus s'éclairer ou se chauffer à certains moments de la journée. Donc l'objectif, c'est toujours d'avoir une sécurité d'approvisionnement. Donc ici, il faut être réaliste, il faut regarder les chiffres. Si on sort du nucléaire, donc c'est 40 TWh par rapport aux 80 TWh de consommation électrique, et donc il faudra les remplacer par des centrales au gaz. Donc soutenir temporairement la filière gazière pour quelques années, le temps de développer d'autres technologies de la part du renouvelable notamment. Mais, oui, mais avoir des centrales au gaz supplémentaires ou les faire fonctionner davantage, ça ne va pas être très bon pour faire diminuer le réchauffement de la planète. Donc, il faut choisir entre les deux mots, c'est ça? Mais justement, là, il faut être tout à fait honnête par rapport à ce qu'on dit aux citoyens. Il ne s'agit pas de remplacer le nucléaire du jour au lendemain par du vent et du solaire, ce n'est pas possible. Il faut être factuel, il faut dire la vérité. Oui, on va prolonger nos centrales au gaz et en construire des nouvelles. Et Elia l'a très très clairement écrit dans ses rapports. Combien? Elia l'a chiffré plus ou moins à 7. Donc, mais je pense qu'il est quand même possible de diminuer le nombre de centrales au gaz qui sont nécessaires, notamment en développant les smart grids, en essayant de lisser la consommation. Donc ça veut dire que les pics de consommation vont être moins élevés, donc la production nécessaire sera moins élevée. Donc en fait, tout le jeu est là, c'est dans ces fluctuations énormes de fourniture d'électricité. Comment est-ce qu'on peut améliorer ça aussi pour qu'on puisse lisser un peu la consommation et la production? Alors là, il y a plusieurs possibilités, notamment, comme je l'ai dit, on avait les smart grids qui vont permettre... C'est quoi les smart grids? Alors les smart grids, c'est des outils intelligents qui vont permettre au réseau d'être finalement beaucoup plus réactif. En quelques mots, on va pouvoir mettre en communication les producteurs et les consommateurs et les distributeurs d'électricité. Ça veut dire qu'on va pouvoir, à un moment donné, lorsqu'on constate qu'on a des pics, finalement, enlever certains centres de consommation. On va permettre aussi d'augmenter temporairement la production. Donc c'est vraiment pour lisser la production avec la consommation, éviter les gros pics. Et puis ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est d'avoir effectivement le stockage. On parle beaucoup de stockage par rapport au renouvelable, qui est une énergie intermittente. Et là, on voit qu'il y a la technologie Power to Gas notamment, qui permet, lorsqu'on a des surplus d'électricité par rapport à la consommation, de faire de l'électrolyse de l'eau et donc de produire de l'hydrogène. Et l'hydrogène est stockable. Et puis il y a aussi une troisième solution qui est prônée par Défi, et ça c'est vraiment aussi notre touche d'originalité, c'est on est bien placé en Belgique pour le savoir, on n'est pas tous égaux
par rapport à l'ensoleillement. Toutes les régions du monde ne sont pas toutes égales par rapport à l'ensoleillement. Donc il s'agit de d'installer le renouvelable là où il est le plus efficace, où on a le plus grand rendement, notamment dans le sud de l'Europe où il y a plus d'ensoleillement, et d'installer l'énergie éolienne là où il y a le plus de vent. Et ça va permettre aussi de moins dépendre des évolutions météorologiques. Donc si jamais on a un ciel nuageux en Belgique, eh ben, on aura peut-être un ciel dégagé dans le sud de l'Europe, et donc de lisser aussi la production. Ça veut dire d'en faire un marché européen finalement comme ça, pour pouvoir trouver de l'électricité renouvelable quelque part en Europe par exemple. Tout à fait. Donc commençons déjà à l'échelle européenne par mutualiser notre production d'énergie, et puis pourquoi pas après l'étendre aussi au reste du monde. Et ça je me rappelle, même si je suis jeune, on l'a dit, je n'ai que 27 ans, mais je me souviens quand même que d'abord l'Union européenne a permis à ma génération de ne pas connaître la guerre. Et puis l'Union européenne, elle s'est quand même fondée autour de la communauté européenne du charbon et de l'acier. En 1951, puis on a eu quand même Euratom, donc on a eu une communauté du charbon et de l'acier, une communauté du nucléaire. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aujourd'hui avoir une communauté du renouvelable ? Et alors, est-ce qu'il y a des exemples dans le monde où ça se fait, où on arrive comme ça à mutualiser mieux les énergies ? Alors, si on regarde du côté de l'Asie du Sud-Est, on voit justement que la Chine, qui est un pays à échelle continentale, produit dans l'extrême ouest du pays son énergie hydroélectrique et l'achemine à l'est via des lignes à haute tension courant continu. Et donc c'est très récent, c'est la dernière technologie où on n'a que 3% de pertes sur 1000 km, contrairement aux lignes haute tension en courant alternatif qui ont 7% de pertes. Et donc on voit que sur des grandes distances, elle arrive à acheminer de l'électricité. Et elle transforme aussi le Laos, qui est un pays qui a énormément de potentiel en production d'énergie renouvelable. Et donc pour sortir cette énergie de ce pays, finalement, elle a aussi créé des connexions. Donc oui, c'est faisable. Alors parlons du climat. Il y a eu une manif climat, encore une hier, avec un peu moins de mobilisation, un petit peu plus de casseurs. Est-ce que le mouvement s'essouffle ? Vous qui êtes encore jeune et pas encore un politicien, qu'est-ce que vous en pensez ? Mais je ne pense pas que le mouvement s'essouffle. Je pense qu'il faut évidemment écouter. C'est quelque part ma génération. J'ai quelques années de plus que les jeunes qui marchent, et j'ai marché aussi avec eux. Mais je pense qu'il faut respecter ces jeunes, et il faut leur proposer des solutions qui sont véritablement applicables, qu'on puisse mettre en œuvre si demain un parti vient au pouvoir, et pas non plus faire des fausses promesses ou dire à ces jeunes que les solutions sont extrêmement simples. Non, les solutions sont complexes, et il faut pouvoir combiner des critères sociaux, économiques et environnementaux. Il faut que demain les revenus les plus précaires puissent continuer à se chauffer et à s'éclairer. Et donc finalement, pour ces jeunes qui marchent, ils montrent la voie à suivre. On voit que ces marches, elles dépassent tout à fait les frontières. C'est un mouvement qui est complètement international. Et donc dans la solution qu'on propose aussi avec Défi, on propose d'avoir des solutions à échelle internationale qui correspondent à cette mobilisation qui dépasse les frontières. Mais est-ce que la loi climat, qui n'est pas passée à la Chambre la semaine dernière, est-ce que c'était la seule et unique solution ? Il n'y a pas de seule et unique solution. D'abord, pour parler de cette loi climat, je pense que quand on la lit clairement, elle fixe des objectifs, mais ces objectifs, finalement, quand on lit l'article suivant, on dit oui, mais en fonction des circonstances, on pourra les rabaisser, etc. Et on ne commande pas la manière d'y arriver. Et là, j'insiste aussi en tant qu'ingénieur, il faut, lorsqu'on fait des promesses, lorsqu'on met des chiffres, il faut expliquer comment on y arrive. Aujourd'hui, la Belgique s'est fixée pour 2020 d'arriver dans sa consommation d'énergie, à une part de 13% de renouvelables. Aujourd'hui, on est 3,9 points en retard par rapport à ces objectifs. Donc on n'est qu'à 9,1%. Ça ne sert à rien de fixer des objectifs, quand même ils sont super élevés et super beaux et super présentables, notamment en période électorale, si jamais par la suite on ne sait pas les respecter. Donc il faut véritablement se fixer des objectifs, mais aussi expliquer comment est-ce qu'on va les mettre en œuvre, et ça c'est ce que Défi fait. Alors les voitures électriques par exemple, le tout à la voiture électrique, est-ce que c'est une solution ? Mais de nouveau, la voiture électrique, il faut pouvoir mettre de l'électricité dans la voiture électrique. Donc tout dépend de la manière dont on produit notre électricité. Si demain, la part du gaz, comme on l'a dit, si on remplace la centrale nucléaire, que par du gaz. Si le gaz commence à devenir la part majoritaire, les voitures vont devenir polluantes, puisqu'on va produire cette électricité en émettant des émissions de gaz à effet de serre. Mais je pense effectivement que les voitures au gaz, donc CNG, et les voitures à l'électricité sont une solution d'avenir, et il faut pour ça réfléchir la chaîne dans sa globalité, de la production d'électricité jusqu'à le plein qu'on fait finalement avec cette électricité. Alors il y a aussi tout un débat sur les voitures de société, les voitures salaires, et souvent du côté des employeurs ou de ceux qui utilisent ces voitures, on dit oui, mais ce sont des voitures qui souvent sont plus vertes que les autres, et elles polluent moins. Donc si on supprime toutes les voitures de société, est-ce qu'on ne va pas avoir des voitures qui polluent plus en moyenne ?
Mais d'abord, il faut savoir, est-ce qu'on veut remplacer toutes ces voitures de société par d'autres voitures ou est-ce qu'on veut développer des solutions alternatives? Et je pense qu'à Bruxelles notamment, et Défile-Défend, il faut développer les transports en commun, notamment via le métro. Et on doit pouvoir aussi donc, véritablement proposer des alternatives. Et c'est ce qui manque. Et j'entendais justement les manifestants plutôt côté gilets jaunes qui disaient voilà, on augmente le prix à la pompe pour nous dissuader finalement de rouler en voiture. Mais si on ne leur propose pas d'alternative, ces gens sont toujours obligés d'utiliser leur voiture pour aller au travail. Et donc le coût de la vie augmente. Donc il s'agit véritablement de proposer des mesures alternatives et même aussi des mesures qui permettent de réinjecter cet argent qui est collecté via les taxes environnementales pour les personnes les plus précaires, pour leur permettre de supporter la transition écologique. Alors, vous savez, on est le 1er avril, hein, donc c'est la période des poissons. Alors, au moment des fake news, est-ce qu'il faut encore faire les poissons d'avril? Je vous propose trois réponses à cette question. La première, c'est une tradition à garder, absolument. Ou deuxièmement, cela brouille les messages sérieux. Ou troisièmement, je suis végétarien. Alors, qu'est-ce que vous choisissez comme type de réponse à cette question sur les poissons d'avril? Tout d'abord, je diminue ma consommation de viande, mais ça, c'est personnel. Pas de poisson. Pas de poisson, je mange du poisson. Sinon, non, je pense qu'il faut quand même, dans notre société, continuer à rigoler. Et je pense que le 1er avril est une tradition. Et donc, on doit continuer aussi à ne pas toujours se prendre au sérieux et à continuer à avoir de la dérision, de l'autodérision. Et ça permet aussi, le 1er avril, pour que les gens se rendent compte, finalement, parfois de la crédulité. Donc, on voit des informations complètement aberrantes et les gens les partagent sur les réseaux sociaux sans même se poser les bonnes questions ou les comparer avec d'autres sources pour vérifier s'il y a plusieurs médias qui ont partagé l'information. Donc, c'est aussi une petite piqûre de rappel, je pense, qui est utile de temps en temps de dire, voilà, vérifiez vos sources. Donc, regardez bien le journal de BX1, par exemple, aujourd'hui, et essayez de trouver quelle est l'information qui est plus fantaisiste que les autres. Et demain, vous saurez où était le poisson d'avril. Est-ce qu'il faut se méfier des réseaux sociaux? Parce que votre génération, on n'utilise pratiquement que les réseaux sociaux. Est-ce que vous sentez que c'est le bon moyen de communication? Alors, c'est un moyen de communication et qui a libéré la parole. Donc, on a vu, il y a des effets très négatifs, notamment avec des discours très haineux qui pullulent sur le net et on a encore du mal à réguler. Il faudra effectivement que le gouvernement, le législateur prennent des mesures. Mais les réseaux sociaux, ça dépend comment on l'utilise finalement. Si les réseaux sociaux commencent à remplacer complètement les médias traditionnels, on aura un sérieux problème puisque tout le monde y a accès, il n'y a pas le même contrôle qui est effectué, il n'y a pas même la même déontologie puisque ce n'est pas toujours des journalistes qui informent les gens. Donc, je pense que ça doit être un moyen complémentaire et les médias aussi s'adaptent sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pas une mauvaise chose en soi, tout dépend de la manière dont on l'utilise. Est-ce qu'il faut garder l'anonymat sur les réseaux sociaux? Parce que c'est une question qu'on se pose. Est-ce qu'il faut obliger les gens à donner leur véritable nom avant de donner un avis ou pas? Mais personnellement, je pense que ce serait une bonne chose d'avoir le vrai nom. Ça permettrait aussi de responsabiliser les gens. Ce n'est pas une zone de non-droit où on peut dire tout ce qu'on a envie sous un pseudonyme. Non, il y a des conséquences. Donc, identifier les personnes qui tiennent des propos, je pense que c'est une bonne chose, effectivement. Merci, Jonathan Delatower. On se retrouve demain pour une autre interview. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous.